Colombie, une équipe de la DEA pourchasse des proies insaisissables. Des sous-marins chargés de cocaïne. Récemment encore, c'étaient des engins efficaces mais rudimentaires. Des semi-submersibles incapables de plonger entièrement sous l'eau. Mais aujourd'hui, il en existe un nouveau modèle. Capable de parcourir des milliers de kilomètres à 9 mètres de profondeur. C'est un cauchemar pour nous. Ces hommes cherchent le premier narco-sous-marin entièrement submersible. Gloire! Pour toujours! S'ils le trouvent, ce sera la plus grosse prise de leur vie. On n'avait encore jamais vu ça. L'apparition des narcos sous-marins en Colombie est le dernier épisode en date d'un jeu de cache-cache qui oppose les trafiquants de cocaïne et les forces de l'ordre depuis des décennies. La drogue a d'abord été transportée par des mules, qui ne pouvaient en convoyer que de petites quantités. Puis, il y a eu les hors-bords. Mais ils ont été mis en échec par des hélicoptères dotés de tireurs d'élite capables de détruire leur bloc moteur. Aujourd'hui, les semi-submersibles optent pour la discrétion plutôt que la vitesse. La cocaïne alourdit ces vaisseaux, dont seule la cabine de pilotage reste visible au-dessus de l'eau. On en a déjà intercepté plus de 30 en Colombie. Mais depuis peu, les saisies ont sensiblement diminué, sans que nul ne sache pourquoi. Cela pourrait être en rapport avec la dernière trouvaille des barons de la drogue. Des navires capables de s'immerger complètement. Nous recueillons actuellement de nombreuses informations qui indiquent que les narcotrafiquants imaginent et construisent ces vaisseaux ici, en Colombie. À la tête d'une équipe de la DEA, l'agence américaine de lutte contre la drogue, Misha Piastro traque ce qui pourrait être le premier narco-sous-marin colombien entièrement submersible. Ce que nous voulons, c'est couper court à ce phénomène avant qu'il s'enracine et prenne de l'ampleur. On est dans la partie principale de Tumaco, qui comprend El Centro, le centre-ville, et aussi le port. Ces hommes travaillent pour Misha Piastro. Eux aussi sont des agents de la DEA. Et leur mission est de localiser un semi-submersible caché sur la côte pacifique colombienne. Pour leur sécurité, nous n'indiquons que leur prénom et leur visage est partiellement caché. Notre cible est un semi-submersible pouvant transporter entre 5 et 7 tonnes de cocaïne. Ils opèrent dans une ville extrêmement violente, même pour la Colombie. Sur la côte pacifique, dans le sud-ouest du pays, Tumaco est le terrain de chasse privilégié des agents de la DEA à la recherche de narcos sous-marins. Personne ne veut avoir affaire à nous ici. Allons voir dans cette ruelle. Ce quartier est tellement dangereux que même l'armée colombienne ne s'y aventure pas après la tombée de la nuit. J'ai pas peur, parce que quand les gens savent que vous avez peur, ils en profitent. Tony et Rich sont ici pour louer un bateau, avec lequel un informateur se rendra sur un chantier naval clandestin pour enregistrer ses coordonnées GPS. C'est votre bateau? Non, c'est à lui là-bas. Une bière? Avec plaisir. Combien la location pour une journée? Vous voulez aller où? Dans un endroit spécial. Il faut me dire où vous allez.
C'est combien? Rich et Tony veulent louer le bateau sans son capitaine. Mais celui-ci fait des difficultés. Tout en négociant avec lui, les deux agents surveillent un autre homme, hors champ, qui garde la main sur une arme cachée sous sa chemise. Ils sont entraînés à voir des choses que personne d'autre ne remarque. Leur vie en dépend. Je vous facture la journée entière et vous payez l'essence. 150 pesos. Je le veux sans capitaine. D'accord, ça marche. Allô? Soudain, Rich reçoit un appel. Ouais. On est en train de te chercher un bateau. C'est leur informateur. Ils partent le retrouver. Nous attendons un informateur. Il va nous donner des tuyaux sur un semi-submersible en cours de construction, ici en Colombie. Ils ont choisi une plage fréquentée par les touristes afin d'attirer le moins possible l'attention. Mais leur informateur va-t-il se montrer? Dans ce boulot, vous travaillez avec les gens que vous arrêtez. Vous dépendez de vos informateurs. Souvent, les meilleurs sont des types impliqués dans le trafic de drogue depuis un bon moment. Quand vous vous mettez à leur niveau et que vous arrivez à communiquer avec eux, c'est toujours payant. Cet homme affirme savoir où se trouve le chantier naval clandestin. Si ces informations conduisent à une saisie, il gagnera jusqu'à 8 000 $. Une fortune dans cette ville où la plupart des habitants gagnent entre 1 et 2 $ par jour. S'il connaît l'emplacement du semi-submersible, c'est parce qu'il fait partie des ouvriers qui le fabriquent, dans les marais autour de Tumaco. Le chantier naval type qu'on trouve sur la côte ouest se situe dans les mangroves. Il y a des appentis et une bâche pour couvrir le vaisseau. On ne distingue rien sur les images satellites. C'est très discret. En plus de fournir un abri, les mangroves sont proches des laboratoires de cocaïne et offrent de multiples voies d'accès vers le Pacifique. Rich et Tony emmènent leur informateur en haut d'un immeuble industriel, à l'abri des oreilles indiscrètes. Faut combien de temps pour fabriquer un sous-marin? Longtemps. À peu près 4 mois. Et ça coûte combien? 1 million de $. 1 million. Il est gardé? Il y a des hommes qui surveillent. Ils ont des armes? Des fusils d'assaut Galil et des AK-47. Ils sont nombreux. Les narcotrafiquants tiennent à leur sous-marin. Celui-ci est gardé par 50 hommes équipés d'AK-47 et de fusils d'assaut israéliens Galil. Il ne fait aucun doute qu'ils seront prêts à tuer pour le protéger. L'informateur paraît détendu, mais il risque très gros. S'ils me capturent, ils me tuent. Il n'y a rien d'autre à attendre. J'ai déjà vu ce qu'ils font. On ne retrouve jamais le corps. Ils le coupent en petits morceaux et le jettent dans l'océan. On ne peut pas y échapper. Aujourd'hui, tu vas vérifier les coordonnées. Ok. Tu seras de retour quand? Vers 4 heures de l'après-midi. 4 heures. Ok. C'est bon. Le plan est établi. L'informateur se rendra sur le site ce matin, marquera ses coordonnées GPS et reprendra contact avec Rich et Tony en fin d'après-midi. Il se sent à l'aise avec nous. On a noué une relation de confiance. Le corps du semi-submersible est presque fini. Notre mission est de le saisir maintenant avant qu'il soit prêt à prendre la mer. L'informateur doit repérer le chantier à quelques mètres près. Sinon, il sera impossible à trouver. Aucune saisie de drogue n'est aussi importante que sa vie. On lui a dit que s'il ne le sentait pas, il devait laisser tomber. On le fera un autre jour.
Le lendemain matin, Tony et Rich partent en patrouille dans la mangrove avec un commando de la garde côtière colombienne. Ces gars n'ont pas la vie facile. Ils se mettent en danger tous les jours. Pour nous, partir avec eux en patrouille ou sur une opération nous donne énormément de crédibilité. Moins de 10 minutes après avoir quitté Tumaco, ils pénètrent dans une jungle infestée de narcotrafiquants lourdement armés. Ils ont des mines. Ils tendent un fil à travers un cours d'eau comme celui-ci et elle se déclenche quand quelqu'un passe. Quand la marée monte, ils peuvent facilement faire sortir leur semi-submersible. C'est très difficile de trouver ce que vous cherchez, même en ayant les coordonnées. Vous pouvez passer à 150 mètres d'un semi-submersible, d'un bateau ou d'un chantier de construction sans les voir. Au bout d'une heure, ils s'arrêtent dans un élevage de crabes. Le semi-submersible dont leur informateur leur a parlé se trouve dans ce secteur. Ils doivent se renseigner sur d'éventuelles activités suspectes et la présence d'objets piégés ou de bombes. Vous travaillez depuis quand ici? Depuis que je suis né. C'est beau ici. Ouais. Les habitants affirment tout ignorer des narcotrafiquants. Même s'ils savaient quelque chose, ils ne diraient sans doute rien. À la nuit tombée, l'informateur n'a donné aucun signe de vie depuis plus d'1 jour. À sa dernière position connue, il se dirigeait, lui ou son cadavre, droit vers l'océan. Je m'inquiète un peu parce que je n'ai pas de nouvelles. Il n'y a peut-être pas de réseau là où il est. On ne sait pas, et c'est ça le pire, ne rien savoir. Sans leur informateur et les coordonnées GPS qu'ils devaient fournir, ils ne trouveront jamais le semi-submersible. Mais le mentionner, même à cette unité d'élite de la marine, est impossible. Ici, mieux vaut ne pas être trop bavard. Les narcotrafiquants sont très riches en Colombie et ils ont largement infiltré les forces de l'ordre. C'est pour ça que je n'ai jamais travaillé avec les autorités de Tumaco. Parce qu'avant, quand vous collaboriez avec elles, elles vous livraient aux narcos. Et c'est eux qui s'occupaient de vous. Ce soir, la vie de Rich et de Tony est entre les mains de ces soldats. Pour l'instant, ils doivent tenir leurs informations secrètes. Aujourd'hui, on va à la base des gardes-côtes. On va inspecter 2 semi-submersibles qui ont été saisis. On vient ici régulièrement. On commence à connaître le personnel. Moi, il m'appelle Gringo Lindo. Ou plutôt, le brin efféminé. Avec celle de Tumaco, les gardes-côtes ne disposent que de 3 bases pour surveiller les 1400 km du littoral pacifique colombien. En chemin, Rich et Tony passent devant des rangées de moteurs puissants provenant des hors-bords pris aux trafiquants. La garde côtière sous-financée les récupère pour équiper ses propres embarcations. Sur la plage, entourée de bateaux confisqués, se trouvent 2 semi-submersibles qui vont permettre aux agents de la DEA de se faire une idée des dernières évolutions techniques imaginées par les cartels de la drogue. Celui-ci a été saisi avec plus de 7 tonnes de cocaïne à bord. Valeur à la revente, 250 millions de dollars. Je vais voir à l'intérieur. C'est pas grand. Non. Vérifie qu'il n'y a pas de serpent.
C'est un gros moteur. Ah bon? L'élément dont l'origine sera la plus facile à trouver est sans doute le moteur. Il s'agit d'un puissant diesel de semi-remorque capable d'assurer de très longs trajets. Les vannes sont ici. Quand ils sont repérés, ils les ouvrent et coulent l'embarcation. Ces vannes de sabordage permettent à un équipage sur le point d'être arrêté d'envoyer le vaisseau et sa cargaison par le fond, faisant ainsi disparaître toutes les pièces à conviction. Voici, il y a un numéro de série. Peut-être qu'on pourra trouver d'où il vient. Les deux agents ont déjà vu des bateaux de ce type. L'homme qui les a créés, surnommé le capitaine Nemo, est aujourd'hui détenu dans une prison de haute sécurité. Mais son invention a perduré parmi une poignée de modèles qui se sont imposés à mesure que les narcos sous-marins évoluaient. Une évolution que Misha, le supérieur de Rich et de Tony, observe depuis des années. Quand les narcotrafiquants ont commencé à fabriquer et utiliser des semi-submersibles, il en existait plusieurs types, tous différents. Avec le temps, ils sont devenus de moins en moins variés pour se réduire à 2 ou 3 modèles précis. Des sortes de Ferrari de la drogue. Ils sont devenus les modèles préférés. Aujourd'hui, quand on saisit un semi-submersible, il appartient à l'un de ces 2 ou 3 types. Là, on est dans la cale. Le bois a été façonné et revêtu de fibres de verre pour protéger la cargaison. 3 ou 4 hommes. Le capitaine, le navigateur, le mécanicien et un autre membre d'équipage. Généralement, il y a 2 mécaniciens. C'est là qu'ils dorment, par roulement. Système d'accélération, commande de gouvernail, jauge. Au total, il mesure une vingtaine de mètres de long. On peut facilement y mettre 6 ou 7 tonnes de cocaïne. Si toi et moi on restait là-dedans pendant 15 jours, on pourrait plus supporter à l'arrivée. Ça dépend combien on serait payé. Les équipages de ces engins naviguent dans des conditions difficiles. Plus de 70 degrés Celsius dans la cabine de pilotage. Des semaines en mer à respirer l'odeur du diesel, à dormir à tour de rôle et à manger des aliments en boîte, avec la peur constante de se noyer ou d'être coulé par une vague. Mais le travail est extrêmement lucratif, surtout pour le capitaine. 250 000 $ avant le départ et autant une fois la mission accomplie. Un demi-million de dollars. Le risque en vaut la peine. Absolument. Et pour aller aux toilettes, il faut sortir à l'extérieur? Oui. Tu veux que je te fasse une démonstration? Ouais, t'as des lingettes? La visite de la base leur a donné une image précise du sous-marin qu'ils cherchent. Il a toutes les chances d'être identique à ces deux-là. Mais il y a un problème. Leur informateur a disparu depuis 3 jours. S'il ne refait pas surface, toute l'enquête tombera à l'eau. Le premier informateur qu'on a rencontré la semaine dernière, on a perdu contact avec lui. Ça m'inquiète beaucoup. Généralement, ce genre de choses n'arrive pas. On croise les doigts. On va continuer à essayer de le joindre et demander à certains de nos contacts à Tumaco s'ils peuvent le localiser. S'ils ne le retrouvent pas, Tony et Rich auront travaillé dur pendant des mois pour rien. Ils doivent attendre, en espérant que l'homme est toujours en vie. Il y a des hauts et des bas. Faut l'accepter et espérer que tout ira bien. On va attendre la fin de la journée et voir ce qui se passe en espérant que les choses vont se concrétiser. Tous deux ont de bonnes raisons d'être ici, dans ce coin reculé et dangereux de Colombie.
Je dois tout faire pour que d'autres enfants ne grandissent pas comme moi. Toute mon enfance, j'ai vu mes parents faire des allers-retours en prison. Et aussi d'autres membres de ma famille. Ils étaient toxicomanes. J'ai vu l'impact que ça avait sur notre communauté. Tout le stress que ça a provoqué et comment ça a détruit notre famille. Je veux faire de mon mieux pour éviter à d'autres enfants de vivre la même chose. Vous savez, après 18 ans de métier, avoir le bon partenaire est crucial. On a des hauts et des bas, comme dans un mariage, mais je m'entends très bien avec Rich. C'est moi qui ai contrôlé ses antécédents quand il a postulé chez nous, alors qu'il était dans la police du Texas il y a 7 ans. Il est prêt à tout. Tony est comme un grand frère pour moi. Je peux partir dans les régions les plus dangereuses du pays en sachant qu'il est là. On se protège mutuellement. À la fin de la journée, surprise. Après 3 jours de silence, leur informateur réapparaît. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'avoir un appel de l'informateur. Il va venir ici, on va finaliser les plans et essayer de le faire partir en bateau demain pour repérer les coordonnées du chantier. Pourquoi a-t-il rompu le contact aussi longtemps? Ils ne le sauront peut-être jamais. Mais Tony pense qu'il a eu peur. Il a eu la trouille. Il m'a donné des tas de bonnes excuses, mais au final, c'est le facteur peur qui a joué. Je comprends ça. C'est frustrant parce qu'on comptait sur lui et qu'il nous a fait faux bond. Mais il risque sa vie, alors je comprends sa peur. Les informateurs sont généralement des deux côtés à la fois. On ne peut jamais se reposer uniquement sur leurs témoignages ou leurs dires. Que les choses soient claires. Vous ne devrez rien faire pendant 1 jour ou 2 après mon départ. Pour ne pas que j'ai de problème. On te fait confiance. Fais-nous confiance aussi. J'ai confiance en vous. Ma femme m'appelle. Ok. C'est elle le patron. Elle veut prendre de mes nouvelles. Je vais lui dire que je suis en réunion. Perfecto. On est toujours sur le fil. Parfois, on a aussi besoin d'un peu de chance. Demain apportera d'autres questions et d'autres problèmes. Le climat est imprévisible ici. C'est quelque chose qui peut nous gêner énormément. La marée va être un facteur important. On espère que tout se passera pour le mieux. Si tout va bien, l'informateur devrait établir les coordonnées du chantier de construction demain à l'aube, ce qui permettra à la DEA et à l'armée colombienne de conduire une intervention commune. Les forces de l'ordre lancées à la recherche des narcos sous-marins savent que ceux-ci n'existeraient pas sans la drogue qu'ils transportent. C'est pourquoi, tandis que Rich et Tony attendent que leur informateur accomplisse sa mission, une autre équipe de la DEA à Tumaco prépare un raid sur un laboratoire de production de cocaïne. À l'aube, un commando de la police colombienne arrive pour le briefing. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons mener une opération baptisée Marlon One. Des agents de la DEA et des conseillers américains sont là. Ils font partie d'une équipe d'élite, les Runglas, chargés de repérer et de détruire les labos clandestins dans la jungle. Aujourd'hui, la cible est de taille. Des installations multiples capables de produire chaque jour 400 kilos de cocaïne, d'une valeur de 14 millions de dollars. Elles appartiennent au Rastro-Ross, le groupe qui construit le semi-submersible cherché par Tony et Rich. En ce qui concerne les Rastro-Ross,
Nous avons le célèbre patron du crime, Norbert Saria Garcia, alias Apache 5. Il dispose d'environ 120 hommes dans différents secteurs de notre zone d'opération. On part à 50 km au nord de Tumaco. Si nos sources nous ont pas menti, ce sera un beau coup de filet. Comme toujours, les hommes se réunissent pour une prière collective. Nous te remercions, Seigneur. Bénis ce commando pour conquérir l'ennemi dangereux et mortel. Entoure-nous de la valeur et du sacrifice. Un commando Runglas. Gloire pour toujours. Il faut 30 minutes en hélicoptère pour rejoindre le site, à condition de le trouver. Comme pour les sous-marins, avoir un informateur est essentiel pour localiser les labos de cocaïne. Mais celui-ci n'a jamais volé en hélicoptère et a du mal à repérer l'installation. Il est peut-être désorienté ou tout simplement effrayé. Parfois, il arrive que l'informateur ait du mal à s'orienter d'en haut. Il a l'air de plus savoir où il en est. On va continuer à chercher pendant 10 minutes. Ensuite, on devra retourner à la base. Après une demi-heure à tourner en rond, le niveau de carburant est bas. Le pilote décide d'abandonner et de rentrer. Soudain, une structure apparaît. Le premier Black Hawk descend pour mieux voir, au risque d'essuyer d'éventuels tirs de lance-roquettes, tandis que le second le couvre en restant hors de portée. L'aire d'atterrissage est trop dangereuse pour que l'appareil s'y pose. Il faut descendre en rappel, parce que la zone d'atterrissage n'est pas sécurisée et qu'il peut y avoir des forces ennemies. Dans le ciel, le deuxième hélicoptère les couvre avec ses mitrailleuses embarquées. Les premiers hommes arrivés en bas sécurisent la zone. Puis, la longue marche jusqu'au labo commence. Les mines terrestres ont fait plus de victimes en Colombie qu'en Irak. Dans les heures qui viennent, les objets piégés et les embuscades seront les principales menaces. On se dirige vers la cible, dans une zone non sécurisée. À chaque fois qu'on s'arrête pour voir ce qui se passe devant nous, comme maintenant, on se déploie à 360 degrés. Ils ont des engins explosifs improvisés, mais aussi des mitraillettes, des fusils automatiques et des lance-grenades. Toutes les armes qu'on a, ils les ont aussi. L'informateur nous a conduits sur ce sentier parce qu'il l'a reconnu. Il n'est pas très marqué, et il y a suffisamment de traces de pas pour montrer qu'il doit servir à quelque chose. Après 2 heures de marche dans la boue, des planches apparaissent sur le sentier, signe incontestable d'une présence humaine. Soudain, des coups de feu retentissent. Des tirs de 9 mm provenant du labo clandestin. Les derniers trafiquants restés sur place espèrent ainsi retarder le commando et avoir le temps de s'enfuir dans la jungle. À 5 km de son point d'atterrissage, dans l'un des endroits les plus reculés du monde, l'équipe d'intervention découvre une immense fabrique de cocaïne. Tout a été acheminé ici à dos d'hommes ou de mulets, y compris les bidons de produits chimiques destinés à la fabrication de la drogue.
De l'acétone. Une lampe de poche encore allumée montre que les occupants ont quitté les lieux précipitamment. Il y a des vêtements suspendus. Ils étaient là pendant qu'on approchait. Ils commencent le processus de filtration avec ce tissu. Ils le posent et versent la substance dessus. Puis ils pressent pour que la substance passe à travers et puisse être récupérée. Il y a l'électricité ici. Ces interrupteurs commandent la lumière dans les différents bâtiments, notamment celui où on va aller maintenant. Voici la principale installation, où la poudre de cocaïne était séchée et comprimée sous forme de blocs. Ces micro-ondes servent à sécher le produit. Ils étaient en train de les emballer dans du plastique afin de les protéger pour les emmener. Voici un moule pour 1 kg de cocaïne. Ils pressent ça dessus. D'habitude, il y a un logo pour imprimer leur marque. Ensuite, ils finissent de presser les blocs et les mettent dans des sacs pour les protéger quand ils les chargent dans le sous-marin. On va sortir d'ici pour voir comment les gars préparent la démolition du laboratoire. On se sert de charges de C4 qui ont une vitesse de détonation d'environ 8000 mètres par seconde. Ce sont des explosifs puissants. Il ne faut pas traîner. S'ils ne sont pas de retour à l'aire d'atterrissage avant la tombée de la nuit, ils resteront bloqués ici. Une perspective dangereuse. Le jour baisse, on a encore de bonnes heures de marche devant nous. Faut qu'on y aille. Si les trafiquants les surveillent, ils savent quel chemin ils prendront au retour. Et pourrait y avoir posé des mines ou des objets piégés. Les hommes décident donc de suivre un itinéraire un peu différent. En chemin, ils trouvent une autre cible. Il s'agit d'une raffinerie clandestine qui fabrique certains des produits chimiques utilisés par le laboratoire de cocaïne. 98% des précurseurs chimiques utilisés par les labos de la région viennent de ces raffineries clandestines. Pour nous, ce sont des cibles très importantes. Cette raffinerie illégale profite du pipeline transandin, un pipeline de 300 km qui va des champs de pétrole du Putumayo jusqu'au Pacifique. Ils détournent le pétrole du pipeline et l'achemine ici, dans la jungle. Ils ont un four qui chauffe et sépare le pétrole pour qu'il se condense. Ensuite, ils mettent les produits dans des barils de 200 litres. Ils les transportent jusqu'à la route pour les vendre aux narcotrafiquants pour leur labo de cocaïne. Pour eux, c'est du pur profit. Ce type d'opération rapporte sans doute davantage que la production même de cocaïne. Les alentours sont souillés par le pétrole qui s'est répandu à terre. Vous avez vu la jungle qu'on a traversée? Une jungle préservée, le poumon de la Terre. Et maintenant, vous avez toute cette activité qui a lieu ici. C'est la 28e raffinerie clandestine que les Runglas détruisent cette année. Cet informateur dit avoir travaillé ici pendant des semaines pour un salaire très faible. Lui et sa famille vivent avec à peine plus de 5 $ par jour. Le désespoir l'a poussé à tout risquer. Comment vous saviez qu'il y avait ça ici? Je fais des petits boulots à droite à gauche, quand j'en trouve. On m'a demandé de travailler ici. Et je suis venu aider. 5, 4, 3, 2, 1. C'est dangereux d'être ici.
On peut me voir et me prendre. Si ça arrive, je suis foutu. Les propriétaires de cet endroit opèrent en dehors de la loi. Je tiendrai même pas 2 jours. Ce serait fini pour moi. Adieu. On me mettrait dans un trou. Au retour, personne ne parle. Ils avaient espéré que le labo serait en activité, mais ils n'y ont pas trouvé de drogue. Détruire un labo et une raffinerie est cependant une victoire. Et tout le monde est vivant. Ce n'est pas toujours le cas. Dans une semaine, un mitrailleur et un membre de ce commando vont mourir lors d'un assaut contre le repère d'un narcotrafiquant. À Tumaco, les nouvelles ne sont pas bonnes. L'informateur de Tony et Rich ne veut plus coopérer. D'après les rumeurs, le semi-submersible que les 2 agents cherchent serait parti en mer. Si c'est le cas, ils peuvent faire une croix dessus. Mais ils ont à présent une autre cible, encore plus importante. Un narco sous-marin entièrement submersible. Selon les renseignements, notre prochaine mission devrait être fructueuse. Je ne peux pas vous dire où on va, mais on devrait y être dans à peu près 1 heure. C'est un engin que leur chef d'équipe, Misha Piastro, traque depuis près de 6 mois. Reste à l'intercepter avant que lui aussi ne disparaisse dans le Pacifique. Le semi-submersible de Tony et Rich leur a échappé. Mais aujourd'hui, les agents de la DEA s'apprêtent à opérer une prise qui va bientôt faire les gros titres du monde entier. Le premier narco sous-marin entièrement submersible de Colombie a enfin été trouvé. La force d'assaut a frappé il y a seulement quelques heures, menée par une unité d'élite de l'armée colombienne tellement soucieuse d'éviter les fuites qu'aucune caméra n'a été autorisée lors de l'attaque. On est au milieu de nulle part, un peu en retrait de la côte, dans le dédale des cours d'eau marécageux du sud-ouest de la Colombie. D'ici, on va remonter un peu vers l'amont, jusqu'à l'endroit où se trouve le sous-marin. On pense que c'était le site de pré-lancement. Le sous-marin était fonctionnel et prêt à être mis à la mer dans les 2 prochains jours. Les bateaux de patrouille de la marine tournent dans un étroit passage encombré par la végétation. C'est extraordinairement bien caché. Très difficile à trouver. Moins de 45 mètres plus loin, des signes d'activité humaine commencent à apparaître. On voit quelques cabanes, des ordures. L'infrastructure est très rudimentaire. Il n'y a rien ici. Et voici le fameux sous-marin. Misha traque les narcos sous-marins depuis des années. Et ce qu'il voit ici l'inquiète. Il est impressionnant. Je n'ai encore jamais rien vu de tel durant toute ma carrière en Colombie ou ailleurs dans le monde. Je dirais qu'il peut naviguer à 6 ou 9 mètres de profondeur. On n'avait encore jamais vu ça. Cet engin très élaboré fait 31 mètres de long et a été assemblé dans l'un des marais les plus reculés du monde. Son kiosque porte un ingénieux périscope fait d'éléments vendus dans n'importe quelle boutique d'électronique grand public. On dirait qu'en haut, il y a une sorte de périscope. Un périscope vidéo qui peut descendre pour que le pilote regarde ce qui se passe. Il faut qu'on aille examiner tout ça en détail.
Ces images seront les premières filmées à l'intérieur de ce sous-marin. Il n'a rien à voir avec les semi-submersibles rudimentaires et exigus saisis jusqu'à présent. Comme vous le voyez, pas besoin de se baisser pour se déplacer. Je tiens debout sans problème. Il y a beaucoup de place. C'est bien différent. Les enquêteurs colombiens et américains explorent les lieux en observant les moindres éléments. Le poste de pilotage surélevé donne accès au périscope et dispose d'une chaise de bureau pour le pilote. Ce moteur Yamaha fait avancer le vaisseau à la surface. Une entrée d'air et un tube d'échappement permettent au moteur de fonctionner quand le sous-marin est immergé. Il peut atteindre une vitesse de 12 nœuds à 9 mètres sous l'eau. L'engin plonge grâce à plusieurs chauffe-eau modifiés. Quand le capitaine veut s'immerger, il les remplit d'eau de mer, dont le poids fait s'enfoncer le vaisseau dans l'eau. Pour refaire surface, ces réservoirs bleus envoient de l'air comprimé dans les chauffe-eau pour en chasser l'eau et faire remonter le sous-marin. Ce qu'on sait, c'est que ce genre de projet peut nécessiter de 70 à 100 personnes. Il y a un gros travail de plomberie et d'électricité. Techniquement, c'est plus sophistiqué. Il faut avoir quelqu'un qui connaisse bien l'architecture navale pour arriver à faire ça. Des documents techniques écrits en russe ont été trouvés sur plusieurs chantiers navals clandestins. Ce sous-marin a peut-être été construit par un spécialiste étranger. Leur capacité à recruter des ingénieurs montre combien les trafiquants sont riches et déterminés. Un navire qui peut plonger sous l'eau est un navire techniquement très sophistiqué. Pour fournir ce service, des spécialistes sont donc recrutés par ces organisations. On dirait le centre de communication. Il y a une radio HF, un GPS pour la navigation, avec un clavier. Contrairement au semi-submersible, ce sous-marin est construit en pensant au confort de l'équipage. Il possède l'air conditionné, 4 couchettes dans une cabine séparée et même des toilettes. Ce qui me surprend le plus, c'est sa taille et la présence de toute cette technologie. Il ressemble beaucoup aux sous-marins allemands de la Seconde Guerre mondiale. Ce vaisseau pouvait offrir aux trafiquants des années de service en convoyant le long de la côte pacifique des cargaisons de cocaïne d'une valeur de 250 millions de dollars chacune. La saisie de ce sous-marin est une victoire. Mais il y en a probablement d'autres en construction. Et vu les milliards de dollars qui sont en jeu, les modes de transport vont continuer à évoluer. Le développement de sous-marins entièrement submersibles pour le narcotrafic colombien ne fait que commencer. Si ce type de transport se poursuit, il va se perfectionner. Pour chaque sous-marin saisi, combien passe entre les mailles du filet? Personne ne le sait vraiment. Ce qui est sûr, c'est que les agents de la DEA continueront à les traquer, sans relâche. Être dans les forces de l'ordre, c'est comme les montagnes russes. On les gêne. Ils savent qu'on est ici, qu'on a la technologie nécessaire et qu'on ne s'arrêtera pas. On a fait de grands pas dans la bonne direction ces dernières années, en travaillant en collaboration avec les autorités colombiennes. On restera à leur côté et on continuera. C'est pour ça que je suis ici. Si c'était facile, tout le monde le ferait.